Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h. À la une de l'actualité ce soir, le président de la République poursuit sa visite aux États-Unis. Il a rencontré le secrétaire d'État américain. Au menu des échanges entre Alpha Condé et Mike Pompeo, la coopération économique, mais aussi la position des États-Unis sur la modification constitutionnelle. Que retenir de cette rencontre? Comment réagissent certains acteurs sociopolitiques? Élément de réponse dès le début de ce journal. De petits métiers fleurissent à Conakry en cette période de grandes vacances. C'est le cas du lavage des véhicules, une opportunité pour de nombreux jeunes de se faire des économies et préparer la rentrée scolaire. Reportage à suivre avec l'une de nos équipes qui est partie à la rencontre de ces jeunes. Enfin, en Algérie, la mobilisation populaire ne faiblit pas pour s'opposer à la tenue d'une présidentielle rapide, alors que le Parlement vient de voter 2 textes ouvrant la voie à la tenue du scrutin d'ici fin décembre. Voilà pour le sommaire de ce 22h. Bienvenue à tous. En visite aux États-Unis, le chef de l'État a rencontré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Au menu des échanges, la coopération économique, mais aussi la position des États-Unis sur le débat en cours concernant la modification constitutionnelle. Sur cette question, Washington a clairement exprimé au régime de Conakry sa volonté de voir une transition démocratique se tenir en Guinée. Mamadou Sadio Baldé décrypte les propos du diplomate relayés par certains sites guinéens en ligne. Suivez. D'après le site Guinée News, le président Alpha Condé a été reçu vendredi 13 septembre par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le quotidien en ligne revient sur le communiqué fait par le ministère américain des Affaires étrangères. De toute évidence, il fait montre de la clarté et confirme la ligne tracée par l'ex-ambassadeur américain en Guinée, Denis Henkins, qui s'est opposé publiquement à toute manipulation constitutionnelle qui pourra mener à une présidence à vie lors d'une intervention à la radio Espace FM. Le secrétaire d'État a discuté des prochaines élections en Guinée avec le président Alpha Condé et a exprimé le ferme soutien des États-Unis à voir des transitions de pouvoir régulières et démocratiques qui créeront des conditions de plus de responsabilité et de développement d'institutions plus solides et moins entachées de corruption. Par la même occasion, le secrétaire d'État américain a indiqué que les entreprises de son pays éprouvent le besoin d'investir en Guinée, mais précise-t-il, dans un environnement propice. Pompeo a indiqué que les États-Unis étaient prêts à travailler avec la Guinée pour améliorer son climat des affaires, car les entreprises américaines veulent évoluer là où la primauté du droit assure une transparence et réduit la corruption. Les présidents libériens Charles Taylor, congolais Joseph Kabila ont subi les pressions des États-Unis lorsqu'ils ont voulu s'éterniser au pouvoir. Eh bien, des réactions n'ont pas tardé au lendemain de cette rencontre entre Alpha Condé et Mike Pompeo. Des acteurs sociopolitiques interrogés apprécient la sortie du secrétaire d'État américain, mais ils soulignent que c'est au peuple de Guinée de se battre pour la pérennisation de la démocratie. On fait le point avec Mamadou Kalisso à Bokoria Kourouma. La déclaration du secrétaire d'État américain ne laisse pas indifférents ces acteurs sociopolitiques. Pour le président du parti ADR, cette sortie du diplomate américain signifie que la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, sont préoccupés par le climat sociopolitique en Guinée. À partir du moment où ils parlent de transition démocratique, c'est qu'ils sont en train de faire allusion très certainement à une alternance démocratique au pouvoir en 2020. Pour cet autre acteur de la société civile, il ne faut pas trop se fier aux déclarations des diplomates qui varient souvent en fonction de l'intérêt de leur pays. Ils mentent et ils disent la vérité si ça va dans l'intérêt de leur pays. Vouloir compter sur ces diplomates, c'est se distraire une fois encore, c'est aller sur le pan de l'émotion nègre. Le point de convergence de ces leaders est le fait que les Guinéens doivent compter sur eux-mêmes pour la pérennisation des principes démocratiques. Nous devons tous nous battre pour que les textes puissent se pérenniser, les textes
qui fondent notre pays soient des textes solides et capables de maintenir la stabilité dans notre pays. C'est ce qui est salutaire, c'est ce qui peut permettre le développement. Comptons sur notre capacité à faire respecter nous-mêmes les règles des jeux chez nous, au lieu de compter sur les autres. Sinon, nous allons nous distraire. Nous allons passer notre temps à épiloguer sur des choses qui n'en valent pas la peine, au lieu de s'atteler au travail. Je vais vous dire, les hommes politiques ne sont sérieux que lorsqu'ils savent qu'il y a des populations, il y a des situations, des citoyens qui n'accepteront pas pour eux tout ce qu'ils veulent. C'est dans ce seul cadre que les hommes politiques, de façon générale, deviennent sérieux. Politique dans ce journal. L'Union des forces républicaines était en assemblée générale hebdomadaire dans son siège à Matam ce samedi. Comme c'est souvent le cas ces derniers temps, au sein des QG des partis politiques, les questions électorales étaient au centre des débats. Al-Gassim Yaliba, Aboubakar Din Kamara nous signe ce compte-rendu. Le choix de l'opérateur de saisie pour les prochaines élections législatives par la CENI, voici le sujet qui a focalisé les débats au siège de l'UFR ce samedi. En s'adressant aux militants de l'Union des forces républicaines, Honorable Ibrahima Bangoura a clairement exprimé le mécontentement de son parti face à certaines décisions prises par l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée. Au sortir de l'Assemblée, il revient sur le sujet et précise. Nous sommes surpris que Innovatrice ait été choisie alors que l'appel d'offres pour le choix des sociétés qui doivent fournir le logiciel n'a pas encore été dépouillé. Il n'exclut pas d'aller au front avec ses pairs de l'opposition pour exiger le respect des textes de loi dans notre pays. Nous avons protesté. Depuis combien de temps nous protestons? Depuis combien de temps nous faisons des déclarations? Si cela n'est pas entendu, le moment venu, nous demanderons aux populations guinéennes de se montrer, pour qu'on s'oppose ouvertement à ce qui se passe. On n'admettra pas ce qui se passe. Le dictat, on ne l'admettra pas. Mohamed Tal, ancien ministre de l'élevage sous le régime actuel, porte à présent son manteau d'opposant et crie lui aussi au non-tripatouillage de la Constitution. Il veut précipiter les choses pour qu'on aille dans des élections bâclées. Pourquoi? Rien d'autre n'intéresse le président, c'est le 3e mandat. Le président de l'UFR, Sidia Touré, était absent de la séance de ce samedi. Politique encore, l'opposition aurait peur d'affronter à nouveau Alpha Condé dans un scrutin présidentiel. C'est en ces termes que Bantamasso qualifie l'opposition des adversaires politiques du président de la République à une nouvelle constitution. Cette déclaration, Bantamasso l'a tenue lors de l'Assemblée générale du RPG ce samedi. Il a aussi profité pour l'occasion d'envoyer des pics à Sidia Touré, leader de l'UFR. Abdourahmane Ba et Haj Aliouba. Il a tenu à le préciser, l'opposition guinéenne est un adversaire politique, mais pas un ennemi. Une manière pour Bantamasso d'apaiser les tensions en cours. Donc les Guinéens doivent savoir faire la différence entre l'adversité. Nous sommes des adversaires, l'RPG est adversaire à l'UFDG, adversaire à l'UFR, adversaire aux autres partis. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Mais comme à ses habitudes, l'autre homme fort du RPG ne manque pas d'occasion pour s'attaquer aux adversaires politiques. Sur le refus des opposants à participer aux consultations nationales, Bantama pense que l'idée d'un nouvel échec les effraie. Mais comme ils pensent qu'Alpha Condé est face à eux, Alpha Condé va les battre. 1000 fois qu'ils seront face à lui, Alpha va les battre. Parce qu'ils n'ont pas de programme à défendre. Il ne s'est pas arrêté à cette attaque. Il s'en est pris également à Sidia Touré de l'UFR. Sidia a dit que lui, il avait réglé l'affaire de courant en Guinée. Si Sidia avait réglé l'affaire de courant, est-ce qu'aujourd'hui on allait parler de courant? Non, honnêtement, c'est terre à terre. Si il avait réussi à régler l'affaire de courant, aujourd'hui le président Alpha Condé
aller faire face à d'autres problèmes qui assaillent la Guinée, mais pas le courant. Cette assemblée générale a été marquée aussi par la visite du président de la République aux États-Unis, que les cadres du RPG qualifient d'honorable pour la Guinée. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce 22h. De petits métiers florissent à Conakry en cette période de grandes vacances. C'est le cas notamment du lavage des véhicules, une opportunité pour de nombreux jeunes de se faire des économies et préparer la rentrée scolaire. Mariam Foudé Kamara et Lamine Silla sont allés à leur rencontre. Suivez leur reportage. Ces jeunes sont munis d'un morceau de chiffon, d'un seau d'eau et de sachets de détergent. Ils sont au bord des voies principales, guettant les chauffeurs qui veulent laver leur véhicule. Ce jeune d'une quinzaine d'années se débrouille à cet endroit. On est là, on vient pendant les vacances, on se débrouille. En fait, on se prépare pour l'ouverture, pour la prochaine entrée. Bon, ça trouvera qu'on a un peu mobilisé pour se préparer pour l'ouverture. Ce moment de pluie est une aubaine pour ces laveurs d'engins roulants. Vu l'état de nos routes, plusieurs voitures viennent ici quasiment sales. En fait, ici, nous sommes simples des travailleurs. Il y a notre frère, c'est pour lui l'eau, c'est pour lui-même la moteur. En fait, les voitures, des fois, il y a des clients qui viennent, qui disent que j'ai 20 000, laisse-moi ça. Il y a d'autres aussi qui viennent, qui nous donnent 30 000, 40 000. Par exemple, la moteur, là, je la vends à 15 000 francs. Nous sommes là, on se débrouille pour ne pas aller voler quelque part, quoi. Le véhicule, il y a les véhicules qui sont trop sales. Les véhicules qui sont trop sales, on les lave à 30 000, 40 000. Les véhicules qui sont moins sales, on les lave 20 000 à 25 000. Les clients ne manquent pas d'éloges à l'endroit de ces jeunes. Donc je pense qu'il faut encourager ces jeunes-là qui prennent des initiatives pour rester. Ils sont bien, ils sont accueillants parce que vous savez, dans toute chose, dans toute activité, c'est l'accueil. Voilà, donc je les trouve très accueillants, très sympas et très joviales aussi. Donc ils font du bon travail, c'est pourquoi on vient à chaque fois. Parce que si ce n'est pas bon, tu viens une fois, tu trouves que tu n'es pas satisfait, prochainement tu vas chercher ailleurs. La recette journalière de ces jeunes s'élève à 50 000 francs guinéens, un montant qu'ils partagent à la fin de la journée. 45 élèves admis au certificat d'études primaires et du BEPC viennent de recevoir des prix de motivation à l'issue de leur brillant parcours aux différents examens. Parmi eux, un élève aveugle qui a été deuxième de la commune de Ratoma lors de l'examen d'entrée en 7e. Un parcours exceptionnel mais rempli d'obstacles. Alseni Bari, Ibrahima Sori Souma l'ont rencontré. Reportage. Mustafa Kaba a 14 ans. Il est malvoyant. Malgré son handicap, cet élève a terminé deuxième au certificat d'études primaires dans la commune de Ratoma. Un défi qu'il s'était lancé depuis son enfance. Ce samedi, il reçoit un sac et des fournitures scolaires. Mes révisions, je les faisais à la maison. Dès la rentrée des vacances, j'ai prêté les cahiers d'une amie. Comme notre écriture, c'est le braille. Malgré les documents, tous les documents ne sont pas dans notre écriture. Les documents, les mémentos et les annales. Je partais chez mon maître, un maître qui m'a pris, qui me révisait, et mon ami qui me dictait aussi. Chaque fois, il ne se fatiguait pas. Chaque fois, il était disponible pour moi. Il me dictait, je recopiais. Et je révisais, je lis et je retiens. L'école qu'il a fréquentée se limite seulement à 6e année. Il ne pourra donc continuer. Ce malvoyant devra poursuivre ses études avec ses maigres moyens, avec d'autres élèves valides. À l'école des aveugles, ça se limite en 6e année. Au collège, nous sommes avec les voyants. L'école part, on nous présente, le cas il accepte. Au fur et à mesure que le professeur dicte les leçons, s'il y a un ami à côté, qui peut nous dicter nous aussi, il nous dicte et nous aussi on recopie, après on suit les mêmes explications. Agicom va l'accompagner dans ses études. Cette structure soutient 45 lauréats, dont 8 filles, admis au BPC et au CP pour l'année 2018-2019. Au niveau du baccalauréat, l'État accompagne les lauréats du bac, mais les enfants de l'examen d'entrée en 7e et du BEPC sont plus souvent laissés pour compte. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, il est de notre rôle d'aller dénicher ces talents, les valoriser pour inciter l'État à venir vers ces enfants, parce que c'est des enfants aussi qui fournissent beaucoup d'efforts pour arriver là. Conakry,
Kindia, Mamou, Zirekore, Labé et Cancan sont les villes récipiendaires. Dans l'avenir, l'objectif est de couvrir toute la Guinée. Parlons à présent sport. Au lendemain de l'officialisation du nom du nouveau sélectionneur du CELI national par la FEGIFOOT, les réactions fusent de partout. L'instance justifie sa décision, les journalistes sportifs apportent leur analyse et les supporters posent un regard mitigé sur le choix de Didier Six. Reportage Abdel Sadio Diallo, Ibrahima Souri 5 Souma. Voici Didier Six, le choix de la Fédération guinéenne de football. Son nom a été officialisé ce vendredi. C'est donc lui qui va remplacer Paul Put à la tête du CELI. Parmi les 5 sélectionneurs qui ont rallié Conakry pour défendre leur projet devant la commission, l'homme de 65 ans a été retenu. L'instance justifie sa position. D'abord l'investissement des joueurs. Et il veut redonner, il souhaite en tout cas replacer notre football, donc notre équipe nationale, à la place que lui estime être la nôtre, c'est-à-dire dans le haut du tableau africain. Les critères qui ont été prédéfinis par la fédération, à savoir résider en Guinée, se mettre à la disposition de la direction technique nationale, c'est vraiment un projet, je dirais, à 100% guinéen. Le choix n'est pourtant pas le meilleur, réagissent certains journalistes sportifs. Le CELI, explosé par la triste élimination de la récente CAN, méritait un coach plus charismatique que Didier Six, qui n'avait dirigé auparavant que 2 sélections seulement, avance ce confrère. Je pense qu'on avait besoin d'un coach avec un peu plus de vécu, un peu plus de poigne, un peu plus de connaissance de l'environnement africain, qui est assez particulier, c'est pas un cliché. Donc tout cela m'amène à m'interroger un peu sur le choix de Didier Six. Maintenant, il peut nous surprendre, c'est ce que nous souhaitons. Il peut avoir de la réussite, c'est ce que nous voulons. Mais j'aurais préféré qu'il y ait, à mon avis, un autre profil pour remettre un peu d'ordre dans cette équipe du CELI national. Quand le vin est tiré, il faut le boire, mais les supporters, eux, restent divisés sur le cas Didier Six. Avec Paul Put, on a essayé, ça n'a pas marché. Avec lui aussi, on est là à essayer. Du coup, à essayer comme ça, on peut voir parmi nous, Africains aussi. Parce que le meilleur peut être parmi nous, ou ce n'est pas forcément que le meilleur sera à l'étranger. Je pense qu'il pourra nous apporter ce que nous voulions pour notre équipe nationale, qu'il pourra faire quelque chose pour l'équipe. Peut-être qu'il pourra nous aider à sortir de cette crise. Je le souhaite quand même. L'ancien international français a pour objectif de qualifier la Guinée à la prochaine CAN et au Mondial Qatar 2022. Une lourde tâche à cause des nombreuses exigences du public sportif guinéen. Le club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix a tenu cet après-midi une conférence à la Maison de la Presse. Objectif, annoncer les couleurs de la première édition du tournoi de football des partis politiques qui se déroulera du 29 septembre au 16 octobre au stade de proximité de Nongo. Compte rendu, Madou Saliouba, Mohamed Aloussen Kamara. Les hommes politiques guinéens sont-ils aussi sportifs qu'ambitieux? Le club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix veut le savoir en organisant un tournoi qui ne concerne que des partis politiques. Un tournoi premier du genre, inspiré du tournoi corporatif des médias et qui ne vise qu'un seul objectif, le maintien de la paix. Beaucoup confondent la politique à la violence, au conflit ouvert, certains diraient même à de l'animosité. Nous, on s'est dit qu'on peut passer 11 mois sur l'année à s'attaquer entre nous, à critiquer la gouvernance et les autres aussi à contre-attaquer, et peut-être consacrer un mois de l'année à créer un espace de rencontre entre ces camps adverses politiquement parlant, qui se congratulent, qui jouent et qui rient ensemble. Ce n'est pas impossible. Pour cette première édition, 16 partis politiques prennent part. Associé à ce tournoi, Wassolo Agency Communication donne quelques principes. Il est interdit d'ouvrir un débat sur un sujet politique sur le lieu du tournoi. L'utilisation des banderoles ou pancartes avec des messages non sportifs et de fair play est interdite. Les organisateurs de ce tournoi savent qu'ils ont un grand défi à relever.
Les supporters sont des militants, pas des ennemis, mais des concurrents. Les organisateurs demandent aux partis politiques de sensibiliser leurs militants et rassurent. Nous sommes déjà en négociation, en discussion très avancée avec les responsables de la sécurité dans ce pays, parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas justement de violence pendant ce tournoi. Ce tournoi consiste à décrisper, à rapprocher les militants les uns des autres. L'UFDG est le grand absent de ce tournoi. Question de calendrier. Le coup d'envoi sera donné le 29 septembre au stade de proximité de Nongo à 15h. Et c'est la NGR et le RPG Arc-en-Ciel qui ouvriront le bal. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, on passe à l'actualité africaine et internationale dans ce journal. Tout d'abord, en Algérie, la mobilisation populaire ne faiblit pas pour s'opposer à la tenue rapide d'une présidentielle. Les Algériens se sont mobilisés pour le 30e vendredi consécutif des manifestations pour s'opposer à la tenue rapide d'une présidentielle. Mais le Parlement vient de voter 2 textes qui devraient ouvrir la voie à l'annonce d'un scrutin d'ici fin décembre, malgré l'opposition de la rue qui ne voit dans la tenue d'une présidentielle qu'un moyen pour le système de se maintenir au pouvoir par la fraude. L'armée qui a pris de facto les rênes du pays semble bien décidée à accélérer le processus. Le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, a présenté mercredi 2 projets de loi qui ont été adoptés en l'espace de seulement 2 jours par les 2 chambres. Jeudi par l'Assemblée populaire nationale où des partis d'opposition ont boycotté la séance et vendredi matin par le Sénat. Voilà nos excuses donc par rapport à cet élément. Il y a des soucis techniques. Cet élément donc c'était un élément concentré sur l'Algérie où la mobilisation ne faiblit pas pour s'opposer à la tenue d'une présidentielle, tandis que le Parlement vient de voter 2 textes de loi qui devraient ouvrir la voie à l'annonce des scrutins présidentiels d'ici la fin de cette année. On passe à l'actualité internationale. À Nantes, ville marquée par la mort de Steve Maya Kanicho, près de 400 personnes défilent dans les rues pour l'acte 44 des Gilets jaunes. Différents groupes y ont appelé à un rassemblement national pour relancer le mouvement près d'1 an après ses débuts. Images et commentaires, Djibril Ba. Différents groupes de Gilets jaunes avaient appelé à une manifestation nationale samedi à Nantes pour l'acte 44 du mouvement. C'est le chef-lieu du département 44 marqué par la démission de François de Rugy et la mort de Steve Maya Kanicho qui a donc été choisi pour tenter de relancer le mouvement avant la manifestation du 21 septembre. L'événement est pris au sérieux par les autorités. Avant même que ne parte le cortège, la police nationale de Loire-Atlantique annonçait sur Twitter la saisie de 22 cocktails Molotov en préparation dans une poubelle et faisait état de 18 interpellations effectuées lors de contrôles préventifs. Voilà donc, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Djingi. Nous sommes dans la préfecture de Kankalabé. C'est la fin donc de ce 22h. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.